Bonsoir, on va commencer. Bonsoir à tous et à toutes. Au nom de l'école d'architecture, je suis très heureux de recevoir Manuel Grottan ce soir sur la recommandation de George Hines. Donc je lui laisserai la parole juste après. Saluer effectivement votre présence et votre carrière maintenant internationale. C'est vrai que le C42 de Citroën nous a vraiment propulsé, je dirais, pendant ces 10 ans, et qu'aujourd'hui vous avez une carrière extrêmement variée, riche, et c'est important que les étudiants voient justement toutes ces facettes de l'architecture et également des projets patrimoniaux. C'est aussi très, très important. Je vais souligner un petit point qui m'a attiré l'attention. Donc en 91, vous avez fondé votre agence. Je crois qu'en 92, vous aviez les albums de la jeune architecture, donc du ministère de la Culture, et qui existent toujours. Donc avis aux amateurs pour les prochains diplômés. Voilà. Je laisse la parole à George Hines, et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le directeur. Bonsoir Manuel, bonsoir à tous. Je tiens à vous féliciter d'être là. Je voudrais aussi exprimer ma grosse déception du fait que c'est la conférence inaugurale de l'école d'architecture de Strasbourg et vous êtes si peu nombreux. Et vu le talent de notre invité, je trouve ça dommage. Donc j'aimerais que vous le fassiez savoir à vos collègues dès demain, que c'est bien dommage qu'ils soient aussi peu investis quand on a la chance de recevoir des personnalités comme Emmanuel. Tu es déjà venu ici à Strasbourg il y a bien longtemps, c'était au siècle dernier, et c'était un magnifique souvenir parce que dans ce cadre-là, ce serait plus possible aujourd'hui. J'avais organisé une carte blanche aux femmes architectes. En faisant ça aujourd'hui, je serais traité de misogyne. Ce serait impensable. Et j'ai eu plaisir à revoir très récemment encore nombreuses de tes collègues qui font carrière aussi, comme Odile, Isabelle, etc. Donc c'était une magnifique aventure à l'époque que tu as démarré à Marseille. Tu es marseillaise. Tu as fait tes études à Montpellier. Tu es architecte des PLG. Tu t'es installé d'abord à Lyon. Tu es à Paris depuis à peu près 25 ans maintenant. Et tu as enseigné à gauche, à droite, à l'école spéciale d'architecture, à Val-de-Seine, à la Technische Universität de Vienne, et puis à Miami, en Floride, quand même. Et donc, par ailleurs, tu as exposé à peu près partout. Tu as des œuvres à toi, aussi bien, évidemment, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, mais aussi à Beaubourg, ce qui n'est quand même pas rien pour une architecte. Tu as 11 ouvrages monographiques qui te sont consacrés. Oui, quand même. Avec de belles signatures. Alice Laguardia, Luciana Ravanel, Le Gac, etc. Enfin, de belles signatures et de magnifiques ouvrages. Évidemment, de nombreux articles. Et tu es nominé pour le prix Miss Van der Rohe plusieurs fois. Tu as le prix de la première œuvre, tout comme Dominique qui est ici. Tu as plusieurs pyramides d'argent. Mon Dieu, il y en a 2 pages. Je veux pas tous les citer, mais il est très intéressant. Mais je suis là pour ça parce que tu le mérites. Et donc, ce soir, on a le plaisir de te recevoir pour à nouveau une carte blanche, mais pas juste femme architecte, mais aussi chef d'entreprise. Architecte tout court, oui, mais enfin une chef d'entreprise qui a une grande carrière. Tu es par ailleurs, tu as été élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite, non, arts et lettres, mais aussi de la Légion d'honneur, quand même. Et tu es, et ça je tiens à le souligner, c'est important, depuis la fondation de l'Académie royale d'architecture, aujourd'hui tu es la présidente de l'Académie d'architecture. Et tu es la première femme à assumer cette lourde responsabilité, donc je t'en félicite encore et à nouveau. Tu as une œuvre que je trouve absolument remarquable, sensible, colorée, inventive, toujours cette sensibilité aussi qui te pousse dans la recherche, dans les nouvelles expérimentations. Et je trouve ton travail tout à fait
intéressant, j'ai envie de dire solaire, plein de couleurs, plein de lumière, un travail très confiant. J'allais le dire, je voulais y venir, c'est une architecture marseillaise qui est à mon avis la seule ville où tu ne construis pas. Donc, nous c'est pareil, hein. C'est dommage, les politiques nous boudent aussi. Et c'est pas une vraie marseillaise. Ouais. En tout cas, tu as une architecture qui est tout à fait étonnante, remarquable et qui est en recherche. Quand je mesure à l'époque de moins de 40 ans, où on s'était rencontrés la première fois, où j'avais été ébahi par le bâtiment Jet Building à Nantes. Le premier bâtiment en plastique bleu. Imaginez quand même, c'est pas évident de faire un bâtiment en plastique dans les années 80. Il fallait avoir la confiance de son maître d'ouvrage. Tu l'as fait. Une magnifique gare aussi de péage autoroutier qui était déjà lumineuse avec des fleurs partout. Enfin, c'était génial. Et quand je regarde aujourd'hui ton œuvre qui est en construction et à mon avis qui est loin d'être finie, je suis absolument épaté. Je sais que c'est un mot un peu désuet, épatant, mais je suis épaté par ton travail qui est à chaque fois une renaissance. Tu arrives à réintégrer les questions du motif, la question décorative dans des masses aux proportions tout à fait superbes. Et donc voilà, je suis admiratif de ton œuvre, mais aussi de ta personnalité et de ton énergie. Et je te cède maintenant la parole. Je n'étais pas intimidée tout à l'heure, mais je le deviens presque. Je vais devoir passer de l'autre côté pour passer les slides. Je te remercie beaucoup, Georges. Je remercie ceux qui sont là parce que visiblement, ça devait être difficile de venir, comme vous n'êtes pas nombreux. Donc, et je remercie le directeur de m'avoir invité et je remercie Dominique d'être présent, Benoît, quelques personnes que je connais. C'est difficile, une carte blanche. Parce que quand le sujet est trop large et qu'on n'a pas de contraintes, il faut cerner un petit peu. J'ai pris la décision de ne pas montrer beaucoup de projets, mais de montrer des projets qui me questionnent moi-même sur l'évolution du métier, parce que le métier évolue comme il l'a toujours fait. Et finalement, les commandes qu'on a aujourd'hui sont très très différentes de celles qu'on avait il y a 15-20 ans et elles sont quelque part beaucoup plus passionnantes. Pour moi, il y a deux différences. La première, c'est qu'on est de plus en plus amené à travailler sur des bâtiments existants, à reconstruire la ville sur la ville, à travailler sur des sujets plus complexes parce que plus imbriqués. Plus dans le mélange entre restructuration, démolition, reconstruction, surélévation, extension. Donc c'est des sujets plus complexes qui demandent, je pense, plus d'amour du tissu existant. Et je me rends compte à l'agence qu'on acquiert beaucoup de bonheur à travailler sur ces projets-là, à tel point qu'aujourd'hui, faire un projet avec 4 façades sur un terrain vierge m'inspirerait peut-être presque moins que ceux qu'on a de plus en plus, qui consistent encore une fois à modifier un bâtiment existant ou à venir se glisser dans un terrain improbable, tout petit. Ça, c'est la première évolution. Et puis la deuxième, c'est dans notre rôle. Vous êtes encore jeunes étudiants, mais vous verrez que la commande a évolué dans le sens que on a des projets moins simples aussi parce que les clients le sont moins. On travaille aujourd'hui plus avec des clients dans le privé qui ne sont pas forcément sachants, à qui on doit apprendre beaucoup de choses. Ça a des inconvénients, mais ça a beaucoup d'avantages, celui en particulier de nous donner un rôle plus important potentiellement, si on a envie de le prendre et si on sait le prendre. Un rôle un peu de chef d'orchestre, de conseil en amont, qui peut influer sur la programmation, sur le contenu. Et finalement, si on sait bien s'y prendre, on a un rôle d'architecte, mais très politique aussi, qu'il faut, je pense, que vous appreniez à développer et à apprendre.
J'ai décidé de mettre quelques photos. Il y a eu un grand sommet sur la ville il y a quelques jours à Paris, et l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, disait que le défi des villes n'est que à son début. Les villes n'ont pas fini de nous étonner. Ça n'est que le commencement de la révolution des villes. C'est vrai que je pense que c'est le foyer de notre civilisation. Enfin, c'est l'endroit où on vivra de plus en plus. Un endroit aussi où on a envie de vivre, où on est inexorablement attiré. Quelque part, si on prend du recul, les villes sont belles. Elles sont magnifiques. C'est quand même des chefs-d'œuvre de l'humanité. D'une complexité absolument incroyable, d'une richesse incroyable. C'est beaucoup de savoir finalement qui se mettent en place dans une ville. Et puis c'est aussi le lieu de nos rêves. Voilà, on la construit la ville, mais on la rêve. Il n'y a pas un grand film où elle n'est pas présente, elle n'est pas rêvée, elle n'est pas filmée, elle n'est pas imaginée. Ça, c'est Blade Runner. Donc aujourd'hui, je me cantonne à montrer juste 3 projets qui sont importants. D'abord parce que je suis une grande amoureuse des villes européennes. De plus en plus, en voyageant, on s'aperçoit qu'il y a une vraie culture européenne. Je suis extrêmement européenne. Quand je voyage à l'étranger, j'aime bien dire que je suis européenne avant de dire que je suis française. Bon, évidemment, il y a le petit accent qui peut-être fait comprendre que je suis française, mais c'est important de dire qu'on est européen et de le crier haut et fort. Quand on va loin de l'Europe, on se rend compte qu'il y a un tissu européen, des racines communes, des villes qui sont finalement toutes parties d'une histoire souvent identique, et elles ont de fortes similitudes, en même temps de grandes différences, mais des racines vraiment identiques. Et je pense que les projets culturels, ça fait partie d'une spécificité des villes européennes. Le premier projet donc, que je montre, ce sont les cinémas d'Alésia. Sur un site dans Paris, justement, ça fait partie de ces projets extrêmement complexes. C'est en réalité une sorte de démolition-reconstruction, une petite pièce d'un puzzle urbain qu'on est amené à remplacer. L'idée de Gaumont-Pathé, le maître d'ouvrage, c'était de faire revenir le cinéma en ville, comparativement par exemple à des gros multiplexes que vous avez à Strasbourg. Donc l'objectif de Gaumont, c'était de revenir à une écriture de cinéma vraiment comme un projet culturel, qui soit un endroit où on ne fait pas que voir un film, mais on partage l'expérience du film. Après, on y va auparavant, bien avant, pour pouvoir se rencontrer, se promener, commencer à être imprégné dans une ambiance cinématographique avant même de rentrer dans la salle. Le terrain, on va le voir plus tard, il est très serré. On a dû imbriquer les salles les unes dans les autres, un peu comme un puzzle en 3 dimensions, une sorte de casse-tête chinois. J'aurais pu montrer des références de casse-tête chinois. J'ai été assez inspirée par ces objets-là. Mais je vous montre autre chose, c'est le foyer de l'Opéra de Paris. Qui est immense, d'une richesse absolue, qui est un lieu de déambulation finalement dans lequel peut-être on ne passe pas un temps fou quand on va voir un opéra, mais le peu qu'on y passe, on est marqué. Et ça fait vraiment partie de l'opéra qu'on va voir, parce que dans notre mémoire et dans notre souvenir, ça restera quelque chose de très fort. Donc je voulais que dans ces cinémas d'Alésia, toute proportion gardée, il y ait un espace qui soit un grand atrium en 3 dimensions, qui mêle tous les parcours, qui les magnifie et qui installe de place en place des lieux où on peut s'arrêter, s'asseoir, se retrouver, prendre un verre, discuter. Voilà la deuxième image de l'Opéra de Paris. Ensuite, j'étais aussi impressionnée par Piranèse. Par des sortes de travaux en 3 dimensions, gravures, dessins, qui racontent des espaces d'une grande complexité où le,
où l'homme peut être à la fois épris de vertige et en même temps de séduction et d'émotion. Donc l'idée du projet, ça a été très vite de sortir les gradins des salles, de faire en sorte que le cinéma ne se passe pas que dans la salle et que la sculpture que permet une salle de cinéma, un lieu pentu, gradiné, ne se trouve pas cette sculpture que dans la salle, mais que véritablement elle sculpte la totalité de l'espace. Alors vous verrez, à l'agence, on travaille beaucoup en maquette, on fait que ça. Et je crois que plus d'ailleurs on fait des images, plus on fait en même temps des maquettes pour sans arrêt contrecarrer le pouvoir de séduction parfois un peu artificiel que peut représenter une image. Une maquette, c'est une autre manière d'appréhender l'architecture qui est aussi très déformée, certes, mais qui est complémentaire et qui est nécessaire, en tout cas à l'agence, à notre travail. Et moi-même, je continue à faire beaucoup de maquettes. Ça fait partie de mes plus beaux moments. Donc ça, c'est une maquette un peu théorique où je voulais finalement conceptualiser un projet qui ne soit que des marches, dessus, dessous, dans les salles, en dehors des salles. Donc on voit quelque part à gauche des volumes de salles avec des marches qui se prolongent à l'extérieur et qui créent en fait des espaces de visionnement en dehors des salles pour pouvoir voir des extraits de films avant et après le film dans la salle. Voilà la photo de maquette en élévation. On pourrait dire que mon idéal aurait été de pouvoir superposer les salles aussi simplement que ça. Ça a été en réalité plus compliqué. On a continué, après des maquettes conceptuelles, à faire des maquettes plus contextuelles, où les imbrications ont commencé à émerger, mais toujours cette idée d'avoir un espace en antichambre de salle qui soit gradiné, qui permette de se retrouver avant le film, de s'asseoir et de regarder des extraits du film ou des mark-up, enfin des morceaux qui ne sont pas gardés finalement dans le film, mais qui permet d'avoir une vision du film beaucoup plus complète une fois qu'on en ressort. Voilà, donc énormément de maquettes. L'idée étant, à un certain moment, de mêler des amphithéâtres, des escaliers, des escalators, et de faire en sorte que ce parcours devienne presque vertigineux. Après, on travaille en 3D. Après, on commence à amener la matière, la couleur. Alors, je commence à vous montrer un projet où justement, j'ai voulu qu'il n'y ait aucune couleur dans ce projet, exceptionnellement, parce que je voulais que la couleur ne vienne que des projections, que ce soit que les films, les écrans de LED, les animations, les installations numériques qui amènent la couleur dans un espace d'une neutralité absolue. Le concept était de dire qu'à l'extérieur, tout est blanc et lumineux, la façade principale est plein ouest. Dès qu'on rentre dans cet entre-deux, dans ce grand atrium, on est comblé dans un espace qui est tout gris, d'une teinte vraiment la plus neutre possible. Et ensuite, quand on rentre dans les salles, elles seront toutes noires. Voilà, donc la progression, la voilà. L'extérieur à droite, on rentre, finalement on est tout gris, et dans les salles on va être tout noir. On voit l'imbrication des salles, moins conceptuelle que ce qu'on aurait imaginé au départ, mais même quand on a un site contraint, c'est bien de faire des maquettes et à un moment donné faire abstraction du site, conceptualiser son programme et ensuite le déformer pour le faire entrer dans le site, et puis être un peu itératif et à un certain point, au contraire, travailler le site indépendamment du programme. Bref, c'est un jeu entre le site et le programme. Donc voilà l'espace d'entrée. Après, il y a plein de petits clins d'œil dans cet univers très gris des espaces d'accueil. L'idée d'avoir comme des poursuites, des grands halos blancs peints qui mettent en valeur des éléments décoratifs. Ici, toute la marchandisation des espaces d'accueil, des bâtiments culturels, donc tout ce qui est café, etc. On a échappé aux stands Agenda, Starbucks, etc., en leur imposant la charte du projet et non pas la leur. Et puis un travail aussi en prolongation de ces rayures
qui ressortent des gradins et des marches, un travail sur d'autres rayures, celles des garde-corps, celles d'un certain nombre d'éléments décoratifs qui viennent tout le temps strier l'espace et créer une sorte de fil conducteur d'un bout à l'autre. Voilà l'intérieur des salles. On a aussi travaillé en maquette l'extérieur, l'idée étant de travailler un grand écran de LED qui serve finalement à afficher les films, non plus de manière statique comme dans les vieux cinémas. Donc c'est une façade qui est un écran géant, sauf qu'on ne voulait pas que ce soit un écran simple, rectangulaire, d'abord parce qu'on est plein ouest, donc l'idée était de plier cette façade de manière à ce qu'une grande partie de ses faces soit orientée vers le trottoir, échappe un peu aux rayons du soleil et aussi s'oriente vraiment vers les piétons. Et l'idée aussi, c'est de faire que cette façade coule donc comme une cascade de plis, se replie en partie basse, c'est ce que vous voyez dans cette image, pour former une grande marquise qui interpelle le promeneur en créant un grand porte-à-faux de 3-4 mètres sur un trottoir qui est très grand. Et comme cette marquise est recouverte de LED, ça fait de très beaux effets lumineux où on a l'impression, un peu quand on rentre dans le cinéma, de rentrer dans l'image. Ça, c'était une image au moment du permis de construire. On travaille beaucoup par prototype. Donc, quand on a commencé le chantier, on a demandé un très très grand prototype qui a été ensuite démoli, qui nous a permis de tester beaucoup de choses et puis aussi d'obtenir l'accord des architectes des bâtiments de France, des voyers de la ville de Paris. Donc c'est un prototype où on commence à voir le travail qu'on a fait, qui est un travail de floutage de l'image. On voulait que l'écran ne soit pas rectangulaire, donc que sa densité de LED progressivement se délite quand on va se perdre vers les bordures, pour que l'image n'ait pas un contour net, mais encore une fois se floute sur les bordures de la façade. Donc on a créé différentes densités de LED, avec en extrémité à droite ici, on a la même chose à gauche, des LED qui deviennent beaucoup plus gros, beaucoup plus espacés, et qui donnent au final une image qui est très très belle. Voilà, ça c'était les prototypes, ça c'est la façade réalisée avec ce floutage sur les bords. L'idée aussi est d'autoriser Gaumont-Pathé à utiliser cet écran comme une image unique, mais aussi la possibilité de pouvoir utiliser chaque facette de la façade pour y mettre une image distincte, donc pour à la limite prévenir d'une programmation sur 6 mois avec 15 contenus différents. L'idée est aussi d'offrir cette façade dans le cadre des Nuits Blanches, dans le cadre de festivals artistiques, de la donner, de la prêter à des artistes multimédia pour qu'ils se l'approprient. Là, c'est pas un artiste multimédia, c'est toujours pour une projection de film, mais c'est une de mes affiches préférées parce que la scénographie utilise vraiment bien la pixelisation latérale de la façade. Voilà, on a l'impression que c'est une sorte de splash d'image qui est envoyée sur la façade et qui, par son côté un peu flouté, lui confère une certaine poésie. Il y a tout le travail aussi sur la marquise qui permet des superpositions. Cette façade est en réalité translucide. L'écran de LED est constitué de barrettes qui sont installées devant une façade rideau, un mur rideau. Donc on a aussi accessoirement la constitution d'un brise-soleil avec cet écran. Et puis le fait, alors je ne sais pas si j'ai mis des images, mais que de l'intérieur on a un très bel effet. La lumière et la couleur des LED a tendance à baver. Elle re-rentre à l'intérieur du bâtiment, ce qui fait que quand on se promène sur les galeries, on voit un tout petit peu l'image qui est à l'extérieur, on la devine de l'intérieur. Voilà, ça c'est une image qui a été faite par un photographe, c'est juste au téléobjectif, mais pour montrer la richesse d'une façade contemporaine aux côtés d'une façade plus haussmannienne. Et finalement le contraste, mais certaines similitudes dans un travail de modénature, d'ornementation, qui est différent, mais qui a certains points de comparaison. Voilà la marquise, l'effet qui est au sol très fort, qui permet d'inonder de lumière ce morceau de trottoir. Et une vue de loin.
Le deuxième projet que je vais montrer, justement, il illustre cette évolution de la commande. C'est un projet à Stockholm qu'on a gagné il y a 3 ans, où on travaille finalement depuis 3 ans pour un propriétaire privé, un grand promoteur suédois et un investisseur. On travaille pour eux, mais en même temps, on travaille tout autant pour la ville. Il n'y a pas cette dichotomie qu'il y a en France entre le public et le privé. Les deux, en Suède, travaillent main dans la main. Et l'objectif pour l'investisseur, c'est de renouveler, de faire renaître ce patrimoine historique un peu en déclin. Donc d'obtenir clairement des droits à bâtir, d'obtenir l'accord de la ville pour créer une extension. Et en compensation, la ville demande à ce qu'on ouvre le bâtiment. Vous verrez que c'est une architecture brutaliste suédoise très très belle, mais un peu très monumentale et du coup forcément un peu autiste par rapport à son îlot très fermé. Donc l'objectif, c'est d'ouvrir l'îlot, de faire en sorte que la place intérieure s'ouvre sur le quartier, qu'on y installe des activités commerciales en sous-sol qui s'ouvrent sur un grand patio, qu'on retravaille le pont qui est ici. Donc le bâtiment est ici. C'est cet ensemble. Donc on doit revitaliser au travers de cette cour tout ce boulevard qui lie un quartier historique là avec un autre quartier historique ici. On doit retravailler le pont, en faire un pont, presque un pont jardin où on accueille beaucoup plus les vélos, des espaces de détente, une sorte de highline à la suédoise. Et donc, il y a un travail de négociation depuis 3 ans, donc il est long, entre la ville et le promoteur pour que ce soit une sorte d'opération gagnant-gagnant. La ville va gagner un épanouissement du quartier, des travaux qu'elle n'aurait pas pu financer elle-même, et le promoteur va gagner des mètres carrés. Voilà le beau bâtiment, effectivement extrêmement beau. Il a été fait par des architectes suédois qui s'appellent Tangbohm et Salomon dans les années 80. Ils ont très peu construit, donc c'est un bâtiment qui est déjà classé. Et les Suédois aiment beaucoup cette architecture brutaliste que je trouve aussi absolument magnifique, très puissante, qui s'installe un peu en écho à une ville entièrement construite sur une pierre très dure, faite de schiste et de grès. Donc une ville qui est à la fois romantique mais minérale, puissante, avec une certaine austérité, bon, un climat dur qui la rend aussi dure, et un bâtiment extrêmement expressif qui raconte bien finalement de ce climat et de ce pays. Donc un bâtiment que j'ai beaucoup appris à aimer. Voilà une vue depuis la toiture de ce bâtiment, une toiture aujourd'hui qui est très peu utilisée. Et on voit que depuis le toit, on voit un autre quartier du centre-ville. On voit aussi beaucoup d'architecture contemporaine qui ont été autorisées dans les années 70, 60, 80. Et c'est bien là le drame. Aujourd'hui, la ville s'est vraiment resserrée à l'architecture contemporaine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est la raison pour laquelle on se bat pour ce projet depuis 3 ans. C'est pas tant les droits à construire, c'est le dilemme que les Suédois ressentent par rapport à une architecture que je vais vous montrer, qu'à la fois ils aiment beaucoup, mais ils ont peur qu'elle fasse jurisprudence et que tout le monde se mette à faire des extensions sur les toits. Pourtant, on a beaucoup analysé la skyline suédoise. Elle est hétéroclite d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'époques qui ont été exprimées, comme je le disais à l'instant, les années 60, 70, 80. Pas toujours très positivement, je trouve, si je peux me permettre, pour eux. Et c'est aussi une ville qui a su travailler sur l'ornementation, qui a un côté très baroque que par exemple Paris n'a pas, avec une silhouette de toiture, tantôt en zinc gris, tantôt en bardage noir, tantôt en tuiles rouges, tantôt en cuivre vert, tantôt avec beaucoup de dorures. Donc une silhouette à l'inverse de Paris qui est très monotone, qui est très colorée,
c'est une véritable peinture. Donc il y a des aspects absolument magnifiques. Et notre idée, c'est le bâtiment qui est en haut à droite. Justement, c'est de recréer un bout de silhouette qui aujourd'hui n'existe pas sur ce bâtiment, parce que ce bâtiment a une toiture plate, et on voudrait y installer une toiture plissée qui renoue avec cette tradition de toit plié, de renaissance suédoise, et de presque une ornementation de toiture qu'on exprime avec le projet. Donc le bâtiment existant est entièrement restructuré. On propose une extension concrètement de 2 à 4 niveaux. C'est un bâtiment de bureaux. Dans les négociations, l'objectif, bien sûr, c'est de faire en sorte que les Suédois puissent profiter de ces toitures aujourd'hui qui sont entièrement privées, qui sont même techniques, qui sont même pas à destination des bureaux qui sont en dessous. Donc l'objectif, c'est de faire monter l'espace public en partie dans cet entre-deux que vous voyez entre le bâtiment existant et l'extension, avec un café, avec un belvédère qui permettent aux Suédois de redécouvrir leur ville, de la découvrir en tout cas depuis un endroit qu'ils ne connaissent pas. Et ça, je pense que nos villes européennes ont un effort à faire là-dessus, par rapport par exemple aux villes asiatiques, où l'espace public est beaucoup plus en 3 dimensions. En Europe, il reste plutôt à plat. Les étages hauts sont quand même, disons il y a encore une dizaine d'années, majoritairement des espaces privés, ceux qui ont la chance d'habiter sous les toits. Je pense que de plus en plus, à Paris c'est le cas, dans plein de villes européennes, il y a des initiatives qui font qu'il y a des rooftops, il y a des espaces publics qui commencent à grimper sur les toits. Donc notre objectif, c'est d'en installer un magnifique sur une partie de ces toitures. Le premier dessin que j'ai fait, parce que je dessine aussi beaucoup, c'était un travail sur le respect de l'œuvre de Tangbohm et Salomon, mais en même temps une écriture en surélévation qui ne cherche pas à pasticher leur bâtiment pour ne pas juste l'extruder, ce qui aurait finalement perturbé et dénaturé les proportions qu'ils ont données à leur architecture. Donc il y a toujours un travail itératif entre des similitudes avec leur architecture et en même temps un travail complémentaire. Donc c'est comme s'il y avait eu une sorte de couche géologique qui s'était détachée et puis notre architecture qui est venue se plier. Ça c'est un fil conducteur dans mon écriture sur le pli. J'étais inspirée, j'aime aussi beaucoup être inspirée par des artistes. En haut, c'est une œuvre de Peter Callesen qui travaille sur des pliages de papier. Je reconnais que moi-même, je plie beaucoup de papier. Je fais beaucoup de maquettes en papier plié. Et et je trouve que là-haut, c'est une œuvre absolument magnifique. J'avais envie, toute la question des ABF suédois était comment on va poser une architecture sur celle de Tangbohm et Salomon, comment on va le faire de manière délicate, mais en même temps pas trop fragile. Donc, j'ai essayé de discuter avec eux sur une attache par des plis où à chaque fois le bas du pli c'est juste une ligne qui est posée sur leur toit et tout le reste c'est cet espace de respiration qu'on vient intégrer entre les deux. Voilà, une autre maquette pliée, clairement inspirée de celle de Peter Callesen, où on commence à montrer tout le jardin qu'on va installer entre la surélévation et le bâtiment existant, et chaque morceau de volume comme un papillon qui est une sorte de pli à peine posé sur le toit. Des premières maquettes volumétriques, des travaux en 3D avec des proportions comme ci, comme ça. En fait, en Suède, on a des architectes des monuments historiques de l'État, du district. Je regarde Benoît avec... parce que c'est tellement plus compliqué là-bas qu'en France, en fait. Et on a aussi un Council of Beauty, qui est un organisme indépendant qui a une mission indépendante, transversale entre les ABF de l'État et ceux de la ville, et qui travaille sur juste le respect d'une silhouette de ville, sur des thèmes un peu particuliers.
On a aussi beaucoup travaillé avec des images un peu oniriques. J'avais envie de donner envie aux Suédois de s'approprier une sorte de jardin très romantique entre le bâtiment existant et l'extension. En Suède, le climat est très dur. Mais en même temps, les Suédois ont un rapport à la nature qui est très fort. C'est un paysagiste qui me racontait ça. Quand il fait des cours de paysage en première année de l'école du paysage à Stockholm, il demande à ses tout jeunes étudiants, donc qui ont 18 ans, de leur dessiner quelque chose qui a marqué leur enfance, et ils vont dessiner un jardin ou un morceau de nature. Et il a une fois fait cours, plusieurs fois, enfin une fois en France et plusieurs fois en Italie. Et à chaque fois qu'il posait cette question, les étudiants dessinaient soit des maisons, soit des bouts de ville. Et donc il en est venu à créer une sorte de discours sur une culture totalement opposée entre les Latins, dont la racine vraiment c'est la ville, et les pays d'Europe du Nord. La racine, c'est vraiment le paysage, c'est l'arbre, c'est le jardin. Voilà, donc on a beaucoup travaillé sur ce projet avec un paysagiste de Stockholm pour inventer un jardin entre deux qui finalement aura la chance de travailler sur des plantes typiquement suédoises, parce qu'on ne veut pas d'un travail non plus exotique, mais en même temps des plantes plus fragiles qui pourraient mal vivre en pleine terre et qui ici vont trouver une sorte de climat intermédiaire parce qu'elles seront en partie protégées par des vitrages. Voilà, donc on a tout un travail sur le paysage entre l'existant et l'extension. Voilà, donc on a fait beaucoup d'images. Au début très blanche pour ne pas travailler la couleur dès le début du projet, ce qu'on fait souvent à l'agence. D'abord travailler sur les volumes, sur le programme, sur ce paysage qu'on est venu insérer et comment on est venu l'insérer, et on verra qu'après la couleur va venir. Ça, ce sont les sous-phases de cette volumétrie. On a voulu diffracter le jardin qu'on vient créer dans cet espace intermédiaire, de telle sorte à ce que depuis le trottoir, depuis des perspectives lointaines, on voit les arbres par-dessous et on voit ce jardin. Il y a un travail qui commence à apparaître aussi, c'est un travail sur des écailles. Donc il y a eu la question de la matérialité qu'on a aussi beaucoup travaillé là-bas avec des consultants. Les Suédois sont fascinés, et nous aussi, par leur lumière du Nord, qui est extrêmement belle, extrêmement variée. Et donc l'idée du projet, c'était de créer sur l'existant une architecture légère, qui n'essaye encore une fois pas du tout de pasticher l'expression très puissante de cette architecture de l'existant, du socle. Donc l'idée a été de créer des écailles de verre inclinées qui réfléchissent le ciel et qui permettent du coup de faire du projet un peu comme un caméléon qui va raconter toutes les lumières du soir, du matin, et donc tour à tour être violacé, gris, blanc. Les ciels sont extrêmement variés. Voilà le travail sur les jardins. Donc entre-temps, les jardins sont rentrés à l'intérieur. Le travail sur les écailles, aussi des inspirations dans la nature, la glace, et ensuite, une étape supplémentaire donc sur la couleur. On a un projet qui est très très long. L'architecture existante est un bâtiment quand même de 180 mètres de long, ponctué ensuite par ces 3 volumes hexagonaux. Et avec les architectes des monuments historiques, l'objectif, en tout cas ce qu'ils ont souhaité, c'est qu'on crée un travail de progression pour ne pas avoir une architecture trop régulière. Et donc en même temps que les volumes progressent vers une plus grande hauteur, en même temps on a un travail sur la couleur, qui correspond aussi au contexte. Au sud du bâtiment, on est côté historique, on a des toitures très ornementées, dorées, tuiles, etc. Côté nord, on est du côté du canal, donc plus aquatique. Donc on a fait tout un travail sur la couleur, qui s'inspire des toitures au sud, et au fur et à mesure
Donc oui, c'est 3 ans d'études, sachant que c'est intéressant aussi, on négocie avec tous les habitants avant de déposer un permis de construire. Donc on ne dépose un permis que lorsque tout le monde est d'accord. C'est vraiment une social-démocratie poussée à l'extrême. Donc ça fait pas mal réfléchir par rapport à ce qui se passe en France, par exemple. Donc on aura le droit de déposer le permis de construire que lorsque tout le monde sera d'accord. Et c'est vrai que par contre, comme partout ailleurs, c'est ceux qui ne sont pas contents qui râlent et ceux qui sont contents qui ne disent rien. Donc il y a un travail de pédagogie qui est extrêmement long. On n'en est encore qu'à l'esquisse au bout de 3 ans. Et oui, il faut rester patient. Mais il y a un intérêt public qui est peut-être plus important qu'en France, un intérêt du service public qui fait que les riverains n'exagèrent pas dans leurs demandes, ils restent assez généreux et oui, ils ont un sens de l'utilité publique. Voilà quelques images supplémentaires, la vue depuis le pont. Voilà, et puis le travail sur les ciels, l'inscription dans la silhouette qu'on a faite dans tous les sens et depuis tous les points de vue en hauteur de la ville pour à chaque fois vérifier que notre projet ne perturbe pas cette silhouette. Et là, on est au milieu en fait. Voilà, donc un travail de patience, de couture urbaine. Comme je pense que vous, étudiants, quand vous serez architecte, vous aurez de plus en plus à traiter. Et je pense que c'est un travail extrêmement riche, beaucoup plus passionnant finalement que de construire des bâtiments isolés. En tout cas, c'est ce que je pense. Je suis désolée, il y a des slides que j'ai pas traduits parce que j'ai fait un micmac particulier. Donc normalement c'est en français, mais il y en a quelques-unes qui ont échappé. Et ça, c'est un projet qu'on a gagné dans le cadre de l'appel d'offres qui a été fait par la ville de Paris. Alors je veux en parler parce que c'est du logement et parce que c'est la question de densifier la ville sur la ville, de faire en sorte qu'elle se renouvelle. La densité n'est pas toujours à voir négativement. Là, on a un site qui est dans le 13e arrondissement. Le terrain, en fait, est juste à droite derrière ce mur et c'est juste une petite pastille de 280 mètres carrés, un espace résiduel que j'ai trouvé lorsque j'ai visité le site pour la première fois, tellement petit que je me suis dit, j'étais pas très très motivée et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment bien de construire un projet sur ce site? Oui, c'est bien. Alors bon, certes, vous allez me dire, c'est les images. Dans la première image, c'est gris. Et dans la deuxième, il y a un petit ciel bleu. Et voilà ce qu'on arrive à faire dans une petite pastille de 280 mètres carrés. Ce sont 24 logements qui viennent, dont l'objectif vraiment est d'égayer ce micro-quartier, on va dire cet îlot, entre un conservatoire de musique dans une ancienne, dans un ancien atelier EDF, donc une sorte de bâtiment industriel, une barre années 60-70, comme vous en trouvez beaucoup dans le 13e, qui fait 17 étages et 80 mètres de long. Et puis en face, de l'autre côté de la rue, une architecture très hétéroclite et franchement sans aucun intérêt. Donc on se dit que dans un lieu comme ça, il y a moyen d'installer une écriture dont j'ose dire qu'elle est joyeuse, elle est verdoyante, parce qu'il y avait peu d'arbres, le seul arbre c'est celui de droite. Et donc je pense que dans ces cas-là, l'architecte a la responsabilité de concevoir un projet qui densifie, mais qui en compensation amène des qualités, amène une belle vue depuis cette grande barre qui est derrière, et puis accepte d'accueillir de nouveaux habitants. C'est un projet qui est très végétalisé, alors je vais essayer d'être quand même assez courte, mais c'est un projet donc, qui est co-conçu avec les futurs habitants. Donc l'objectif est de choisir les habitants très en amont, de les faire participer à la conception du projet. Donc ils choisissent l'endroit dans lequel ils veulent aller dans le bâtiment, au sud, au nord, en bas, en haut, dans une grande ou petite surface. Donc tout le projet est co-conçu avec eux. L'avantage, c'est qu'ils ont été choisis
dès qu'on a gagné le concours. Donc on fait toutes les études avec eux. Et du coup, il y a une histoire qui se fait entre eux d'ailleurs. Ils deviennent amis avant même d'habiter dans le bâtiment. Ensuite, on est en structure partiellement en bois, avec prioritairement les sous-sols et la cage d'escalier en béton. Tout le reste est en bois. On a 30% d'espace commun. En fait, quand je montre ce schéma, c'est important. On n'avait pas le droit de monter des logements au-dessus du R+4, R+5, je me souviens plus. Mais on avait un RAB, entre guillemets, par rapport au PLU qui nous autorisait à monter quelque part l'équivalent de 3 niveaux de plus. Donc on a décidé de construire ces 3 niveaux et de les donner en espace potager, cuisine ouverte, solarium, promenade pour les habitants. Donc ça a un coût, mais on arrive à le faire passer. Ce qui fait qu'on construit la totalité du gabarit. On a vraiment étudié le PLU de manière à glisser le volume maximum en le triturant dans tous les sens. Et par contre, au niveau de la surface habitable, on est resté en R+5. On a là aussi beaucoup travaillé en maquette avec cette idée de logement rayonnant autour de la cage d'escalier centrale. Donc beaucoup de travail sur l'intérieur des appartements. On reste dans un site avec beaucoup de vis-à-vis. Donc on verra d'ailleurs que le travail sur la végétalisation des façades est aussi pour donner de l'intimité. On n'aura peut-être pas une lumière naturelle folle, mais au moins on n'aura pas de vis-à-vis. On sera dans une ambiance un peu bucolique et très verdoyante qui sera constituée par le paysage de ces jardinières. Voilà les 30% d'espace commun. Bon, c'est classique, mais en même temps, voilà, ça existe et on arrive à le payer. Toujours dans un projet de logement à Paris où on est à 30% de logement social. Donc on voit ici les 3 niveaux supérieurs qui sont pour les habitants, donc cuisine ouverte, deux espaces de cuisine ouverte d'ailleurs, s'il y a 2 familles en même temps qui veulent faire des fêtes séparées. Ensuite le potager et ensuite le solarium qui est encore au-dessus. Voilà la vue depuis, par exemple, un des bâtiments hauts du quartier. Et puis donc le travail sur les jardinières qui apparaît en maquette. On a voulu que la façade est finalement très vitrée. C'est juste un principe de meneau bois avec des vitrages, donc toutes les pièces sont quand même très largement vitrées. Et par devant, chaque fenêtre a une jardinière. Donc il va y avoir une pédagogie auprès des habitants parce que tout le monde n'a pas la main verte. Et ce qui est bien dans le fait de les avoir choisis aujourd'hui et qu'ils participent aux études, c'est qu'ils s'entraînent, ils se motivent et ils commencent à rêver l'ensemencement qu'ils vont faire de leur jardinière. Et puis de toute façon, il y aura un accompagnement. Donc voilà le travail en façade. Bon, on l'a quand même un peu rationalisé. Vous verrez, la façade finale est plus sage, ce qui, entre parenthèses, plaît plus à la BF de Paris. Donc c'est très bien. Voilà, donc ça c'était la maquette avant. Ouais, on travaille toujours beaucoup. En fait, on fait des maquettes à différentes échelles pour montrer différentes choses. Donc l'intérieur, l'extérieur. Là, le rythme des jardinières avec les meneaux en bois. Et ça, c'est le travail sur le paysage qui arrive. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe si vraiment il y en a un qui se découvre ne pas réussir à avoir la main verte. Donc finalement, on a mis en place 2 principes de végétalisation, celle dans les jardinières où il y aura cet accompagnement, mais également un autre principe de végétalisation qu'on voit après. On travaille avec Basmet, qui est un super paysagiste. Donc on a un principe de câble qui, lui, dépendra de la copropriété et qui prolonge ce travail de verdissement des façades plutôt en vertical entre chaque jardinière. Donc il assurera le côté verdoyant de la façade, même si quelques jardinières ne sont pas plantées. Et puis aussi, il assurera une intimité supplémentaire pour les habitants. Pour nous, l'intimité, c'est important parce que voilà, les vis-à-vis sont quand même importants. Ça, c'est la façade finale. Donc que la BF préfère. Bon, ben on va dire que moi aussi. Voilà, avec les câbles, une certaine rationalité, un projet qui est quand même, qui reste un peu dégingandé,
par rapport aux contraintes du PLU, et c'est ça qui fait aussi son côté un peu joyeux. Donc les contraintes du PLU qui le font partir en terrasse au sud, à l'ouest, une servitude de sortie de secours du conservatoire qui fait qu'on enjambe un volume qui ne nous appartient pas. Mais c'est les contraintes qui font finalement un objet assez improbable au milieu du quartier. Voilà la structure mixte. On est en fait presque une structure avec 3 matériaux, parce qu'on s'est dit que pour faire des économies, c'était le meilleur matériau au meilleur endroit. Donc le béton en bas, comme un tronc d'arbre et ses racines, le bois autour, comme les feuillages, et puis les 2 derniers niveaux en métal, comme un accastillage de bateau, très léger qui vient un peu en proue coiffer le bâtiment. Bon, le bois, je dois être honnête, n'est pas partout parce qu'on n'arrive pas financièrement à le faire passer partout. Le dernier projet que je montre, c'est un projet que j'ai gagné en Australie il y a 2 ans, et je le montre parce que ce projet finalement m'a appris à travailler complètement différemment, et je pense que c'est pas le seul pays qui travaille comme ça. On est à Parramatta, dans le grand Sydney, c'est un peu l'équivalent de la Défense. Le programme, c'est une extension de la mairie, c'est ce qu'ils appellent un civic center. Là aussi, c'est très intéressant parce que c'est un programme où ils ont vraiment l'envie de faire en sorte que les habitants rencontrent les élus. Et donc toute la programmation est conçue autour d'une bibliothèque qui est une sorte de fil d'Ariane qui guide le public progressivement vers des espaces de plus en plus confidentiels, mais de plus en plus en lien avec les élus. Donc quand on démarre au rez-de-chaussée, c'est plutôt la grande bibliothèque, boutique, etc. Plus on monte des espaces de lecture, de recherche, des espaces calmes, et puis toutes les chambres des conseils municipaux et de débat qui sont ouvertes au public en Australie, et qui sont l'aboutissement de la bibliothèque, donc dans espaces dans lesquels les habitants pourront venir régulièrement de manière totalement libre. Donc il y a la volonté d'une vraie ouverture des lieux normalement destinés aux élus, aux habitants de la ville. Et ce qui m'a par contre le plus impressionné, je crois que c'est comme ça aussi que l'architecture suisse se construit, c'est qu'il n'y avait pas de gabarit de PLU, mais le gabarit, on ne devait le faire que par rapport aux courbes du soleil. Donc le cahier des charges était tout simple, mais horriblement contraignant. Finalement, il était que la place qui est au sud du bâtiment ne devait jamais avoir d'ombre, ne devait pas avoir d'ombre, ne serait-ce que 10 minutes le jour le plus bas de l'année, parce que c'est la place principale de ce district, Parramatta, et que le soleil est important pour eux. Donc le bâtiment, en gros, ne doit jamais porter ombre sur cette place. Et finalement, au lieu de travailler le projet en contournant cette règle et en adoptant une architecture assez formelle de boîte ou autre, on a pris les courbes du soleil et on a sculpté. On a pris le soleil le 21 juin à midi, et c'est ce soleil-là qui a sculpté toute la volumétrie du projet. Je reconnais que ça m'a beaucoup appris parce que finalement aujourd'hui, en plus des PLU, des contraintes urbanistiques, je reconnais que je fais plus attention à l'ensoleillement et aux portées atteintes d'un bâtiment que l'on peut concevoir sur l'espace public. Je pense que l'espace public c'est hyper important, et justement plus on va densifier, plus il faudra quand même se poser la question de maintenir dans nos espaces publics un ensoleillement minimum. Voilà, donc on est parti de cette contrainte. J'ai fait plein de schémas, mais schématisés par cette première pente, et puis au fur et à mesure, comme le soleil n'est pas tout à fait perpendiculaire, on a contourné le soleil qui vient se glisser strictement parallèlement à la courbe qu'on a mise en place. Donc on a beaucoup travaillé en maquette, on a fait plein de solutions différentes, et vous verrez qu'on a abouti à celle-ci
Alors évidemment, je ne voulais pas d'architecture courbe en 3 dimensions pour des raisons financières. Je suis pas très blobesque. Donc l'idée, ça a été de constituer cette courbe avec une série d'écailles, à chaque fois qui représente une hauteur d'étage, qui vont permettre d'ailleurs de créer des toutes petites terrasses qui nous sont extrêmement bénéfiques aujourd'hui pour l'entretien de la façade. Et donc c'est cette série d'écailles qui constitue la grande courbe qui laisse glisser le soleil le jour le plus bas de l'année. On vient s'installer par-dessus, partiellement par-dessus la petite mairie existante que vous avez vue tout au début. Alors même en Australie, il y a des bâtiments qui sont inscrits et classés. Voilà, donc vous la voyez à gauche en rose, voilà, c'est ça. Petite mairie début du XXe qui est extrêmement appréciée, mais on a quand même le droit de venir par-dessus avec un certain porte-à-faux parce qu'on n'avait pas la place sinon et parce qu'on resserre les liens entre quelques espaces qui resteront dans ce bâtiment existant et tous les nouveaux. Donc on voit ici la manière dont on vient coiffer la toiture de la mairie existante. Voilà l'image qu'on a déposée pour le permis de construire. Donc chaque niveau, c'est une grande façade inclinée qui finalement va être protégée par un grand brise-soleil, et on verra qu'à l'intérieur de ce bâtiment on a une architecture en cascades successives. Voilà les différentes écailles et les parcours à l'intérieur. On va avoir une sorte d'enclenchement de mezzanines accrochées à la façade, les unes en quinconce par rapport aux autres, reliées entre elles par des escaliers qui vont faire que les publics vont pouvoir se promener à chaque fois le long de la façade. Voilà le grand escalier, les mezzanines. Chaque mezzanine, c'est un petit peu comme une île au milieu du vide où on va pouvoir venir lire, bouquiner, se rencontrer, etc. Voilà les mezzanines, à chaque fois avec des modes de travail et de lecture différents, les escaliers qui s'articulent d'une mezzanine à l'autre. Le travail en 3 dimensions. Et puis, oui, un gros travail sur la bibliothèque qui mêle espace de lecture et de stockage, qui mêle progressivement, au fur et à mesure de la montée, aussi des espaces destinés aux élus qui viennent se mêler au fonctionnement de la bibliothèque. Bref, je passe, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail aussi avec les équipes de la ville pour concevoir une bibliothèque finalement très ouverte à tous, mais dans laquelle il faudra faire attention qu'il n'y ait pas de vol, voilà, qu'il y ait à la fois du bruit mais pas trop, qu'il y ait différentes manières de lire. On veut pouvoir lire dans des trampolines, dans des sofas, debout, assis, etc. On a un gros travail aussi sur toute la partie environnementale de manière extrêmement rigoureuse. Donc les Australiens doivent être comme les Strasbourgeois, mais pas trop comme les Parisiens. Donc on en est déjà à des détails à l'échelle 1 au moment du permis de construire, avec des bureaux d'études australiens extrêmement stricts. Donc on travaille toutes les questions d'orientation du soleil. On a des sortes de lames comme des sorts vénitiens qui sont orientables et qui permettent toujours d'assurer une belle lumière sans que le soleil ne rentre à l'intérieur, avec des verres très peu permissifs. Voilà, ça c'est une autre image, mais je devrais pas la remettre, elle est un peu obsolète. Voilà, peut-être celui-là je vais pas le montrer, c'est peut-être, je préfère que vous posiez des questions, mais voilà, c'est toutes mes problématiques de anciens, nouveaux, dans lesquels on se régale de plus en plus à l'agence. Ça c'est notre agence. Je voulais terminer par une petite touche. Voilà notre agence, les maquettes. Au milieu des bureaux, au milieu de nos tables, il y a plein de maquettes dans tous les sens, qu'on photographie, qu'on triture, qu'on modifie, qu'on jette et qu'on reconstruit. Voilà, donc on est presque un atelier de maquettes autant qu'un atelier d'architecture. J'ai fini.
ça serait bien qu'il y ait quelques questions maintenant. Pas d'inspiration? Alors je ne sais pas, c'est pas vraiment une question, mais merci pour cette présentation. Là, ce que je trouve bien, c'est que tu nous parles aussi du process, hein. Et on voit bien que, je dirais, il y a, avec un certain confort, tu mets à distance l'approche du projet, et puis ensuite les choses se mettent en place doucement. Mais ce que je trouve bien, c'est cette dimension poétique que tu arrives à maintenir. Et puis je trouve que c'est utile pour une conférence où il y a beaucoup d'étudiants de nous expliquer finalement comment tu fais. Et donc il y a le dessin, il y a la maquette, il y a les outils informatiques, mais tous ces outils ils s'enrichissent les uns aux autres, et c'est un système de ricochet. Donc c'est très, très bien expliqué. Je ne sais pas, est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être nous en dire plus? Est-ce que c'est un travail d'équipe horizontal? Est-ce que c'est une structure pyramidale, ton agence? Comment ça se passe? Est-ce que tu travailles avec l'intuition aussi? J'ai un peu ce sentiment-là. Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus, quoi? Comment ça se passe? Puisque finalement, tu as terminé par des photos de l'agence. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est évidemment pas du tout une structure pyramidale. On reste une petite structure. On est une quinzaine, entre 12 et 20, on va dire, plutôt 15-20. On est une structure complètement horizontale. Évidemment, je pense qu'avec cette taille-là, j'arrive à rester très présente dans les projets. Très présente d'ailleurs du début à la fin. Parce que je pense que la conception d'un projet n'est jamais finie. C'est-à-dire que quand on a gagné un concours, il y a presque tout à refaire, enfin tout à faire et à refaire. Et pendant toutes les phases d'études, c'est toujours important de se remettre en cause, de se poser des questions, de continuer cette démarche de conception sans laquelle on s'ennuierait. Et les étapes de chantier sont aussi, je dois l'avouer, des étapes où j'ose encore me poser des questions. Je dis pas que je change tout, mais je pense que les processus de projet sont parfois longs. 8 ans pour construire un bâtiment, c'est long. C'est souvent ce qu'on vit, en fait, entre le moment où on commence le premier trait et le moment où on inaugure. En 8 ans, c'est important qu'on n'abandonne jamais dans la curiosité qu'on peut avoir et dans l'ambition de toujours améliorer son projet. Donc en chantier aussi, c'est aussi l'objectif des prototypes de profiter de cette étape-là pour régler des choses, pour faire les dernières modifications, parce que c'est pas vrai que quand on voit un bâtiment sortir grandeur nature, on n'a jamais de doute. C'est pas possible de ne pas en avoir. Voilà, donc la conception d'un projet, c'est à tout instant, du début à la fin, et c'est ça qui est bien. On conçoit pas au début et on développe à la fin, on conçoit tout le temps. Voilà, donc je reste présente bien sûr pour toutes les étapes. Après, sur le processus, qu'est-ce que je peux raconter? Je discute vachement avec les archis de mon agence. Enfin, on est voilà, dans un lieu ouvert. Oui, je fonctionne par intuition, je dessine beaucoup, j'écris beaucoup aussi. L'écriture, elle aide à synthétiser ses propres idées, et c'est en écrivant qu'on s'aperçoit qu'il y en a certaines qui tiennent pas la route. Donc l'écriture, c'est une forme de synthèse et ça donne une acuité sur sa propre conception. Et puis on discute beaucoup, on fait beaucoup on travaille ensemble en fait. Je fais une maquette, le chef de projet va en faire une autre, on modifie les deux, on en fait une troisième. C'est ça qui est génial dans l'architecture, et je pense dans toute agence d'archi, c'est qu'un architecte soit stagiaire ou diplômé, finalement, je pense qu'il peut vraiment intervenir sur la conception d'un projet dans une agence.
il peut amener une pierre à l'édifice. Je pense que c'est par le dialogue et par l'écoute que l'architecture se conçoit aussi. C'est pas une pensée solitaire. Et finalement, je pense que c'est bon. Ah, pardon. Donc c'était le... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc concernant votre projet de logement à Paris, à quel moment est-ce que les habitants ont été impliqués dans la conception du bâtiment et comment est-ce que vous avez travaillé avec eux, si c'était avec, enfin, si beaucoup d'ateliers avec eux ou non, et comment est-ce que vous avez réuni aussi ce groupe d'habitants, comment vous les avez trouvés, et est-ce que c'est eux qui financent le projet directement ou... Enfin, alors dans l'ordre, c'est un concours qu'on a gagné. Donc quand on a gagné le concours, on n'avait pas encore les habitants. Le maître d'ouvrage a fait a lancé une sorte d'opération qu'il a appelée une manifestation d'intérêt pour recueillir des personnes qui seraient intéressées pour acheter des logements dans ce bâtiment-là. Donc en social, on a 6 logements qui sont affectés directement et 6 moins 26, on en a une vingtaine ou 19 seulement qui étaient à vendre. Et on a eu 1600 réponses. Bon, c'est normal. Voilà. Donc ça questionne aussi sur le rôle aujourd'hui des villes à accueillir plus. Et ça, c'est un chapitre que j'aurais tellement bien aussi aimé évoquer avec vous. Mais voilà, les villes doivent accueillir beaucoup plus vite et mieux. Oui, donc on a eu 1600 manifestations d'intérêt pour 19 places. Donc la sélection s'est faite, il fallait des critères. Elle s'est faite... on va dire, c'est un peu une équation à plusieurs inconnus. On a pris en priorité les gens qui ont répondu les premiers, mais quand même, le maître d'ouvrage a souhaité faire une sorte d'alchimie qui mêle plusieurs situations familiales. C'est-à-dire, il y a des familles monoparentales avec les 2 parents, il y a des personnes âgées, il y a des célibataires. Voilà, donc il a fait attention dans les tout premiers qui étaient arrivés, de créer une sorte de famille avec certaines complémentarités. La sélection s'est faite. Les personnes chanceuses étaient hyper heureuses. Après, on a fonctionné avec 3 ateliers où on avait réuni tout le monde. C'était extrêmement... comment je pourrais dire, c'était extrêmement riche parce que les gens étaient en même temps hyper heureux et en même temps ils étaient presque tétanisés de la chance qu'ils avaient de rentrer dans le projet. Bon. Et tétanisés d'être à la hauteur, de bien comprendre les tenants et les aboutissants de notre projet, parce qu'il y a quand même des questions, il y a 30% d'espaces communs, il faut les entretenir, il faut qu'il y ait une sorte de discipline entre les habitants, il faut que les gens s'entendent bien. Il y a la question de la végétalisation de la façade, tout le monde n'a pas la main verte. Donc ils étaient... la première réunion finalement était un peu dure, en même temps ils étaient contents, mais ils avaient peur et c'était pas agréable de les voir craintifs. Et puis la deuxième allait mieux, la troisième encore mieux. Ensuite on a fait des ateliers par personne, par famille. On a travaillé avec eux pour voir dans quel endroit du projet ils voulaient être. On a essayé... C'est très attachant parce que c'est le premier projet pilote d'une société qui s'appelle Abix, qui est en train de mettre en place ce principe de co-conception avec des habitants à une très grande échelle. Donc c'est une société qui commence à être connue, ça s'écrit HABX. Et donc nous, on va constituer le projet vraiment pilote, expérimental, leur premier projet.
Donc on travaille avec les habitants, mais en même temps, on fait en sorte que, par exemple, sur le même palier, il y ait en même temps, c'est très touchant, un couple de personnes âgées, une famille monoparentale, parce qu'ils se disent que les vieux vont garder les enfants de la famille monoparentale, etc., etc. Donc ça a toujours été assez compliqué parce qu'à la fois les gens avaient des souhaits, mais on a essayé de les recadrer pour travailler de manière à anticiper des relations humaines, à la fois à l'échelle de la résidence tout entière et à la fois à l'échelle de chaque étage. Voilà. Puis après, on a repris des ateliers avec tous les habitants ensemble, parce que bien évidemment le projet pour le moment a pris un peu de retard. C'était compliqué de déposer le permis de construire. Une situation foncière pas tout à fait saine, nous a fait perdre plusieurs mois. Donc du coup on a refait des ateliers parce que tout le monde était impatient. Et là on voit une espèce d'alchimie, on voit que les gens ont continué à se voir sans nous. Donc ça y est, une histoire qui s'est tissée entre eux. Je dis pas qu'ils sont devenus amis, mais on sent qu'ils se connaissent et qu'ils se voient régulièrement. Donc, ouais, il y a une grande famille qui est en marche. Bon, j'espère que vous allez faire une année remarquable à l'école. Merci beaucoup pour C'est comme des fous. pour la qualité de l'intervention et le choix des projets qui étaient très didactiques et pédagogiques pour les étudiants, et tous d'une très grande qualité. Juste un point qui me vient à l'idée, on a parlé beaucoup de lumière, de lumière de nuit, de jour, de lumière du nord, de lumière du sud à Sydney. Et donc à l'école, on va avoir un laboratoire lumière. On est en train de faire le chantier. Et donc on va reproduire dans deux boîtes à la fois une lumière diffuse et une lumière directe du soleil. Donc on aura peut-être l'occasion de se rencontrer à ce moment-là. Voilà, merci encore pour la qualité de cette intervention et pour votre présence. Merci beaucoup. Merci.